Que faisiez-vous le 5 novembre à 18h01 ? Si vous êtes fan de Charles Leclerc et de Ferrari, vous deviez certainement passer un très mauvais moment. Le pilote monégasque s'est envoyé dans le mur lors du tour de formation du Grand Prix du Brésil, ce qui bien sûr l'a profondément touché. Voir Leclerc dans cet état m'a fait réagir, parce que ce n'est malheureusement pas la première fois que ça arrive. J'ai surtout en tête le Grand Prix de Monaco 2021. Dans un autre contexte, en 2022, il doit abandonner à Barcelone pour un problème mécanique, alors qu'il menait tranquillement le Grand Prix. Tout ça, ça fait beaucoup de malchance pour un seul pilote, et les conséquences au classement ont une certaine importance. À 2 Grands Prix de la fin, il se trouve 22 points derrière son coéquipier, et la deuxième place au classement constructeur pourrait bien leur échapper, ce qui serait évidemment source de regret vu la performance de la voiture à certains moments de la saison. Leclerc est 7ème du championnat, et la question que je me pose aujourd'hui est simple. Ce classement est-il juste ? Reflète-t-il son niveau réel cette saison ? Parce que mine de rien, il est bien parti pour terminer l'année derrière Sainz, ce qui serait tout de même la deuxième fois en 3 saisons. Alors cette situation est-elle une anomalie ? Doit-on uniquement mettre ça sur le dos de la malchance, ou alors son écurie et lui-même sont-ils responsables ? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, j'ai une question importante à vous poser. À votre avis, qu'a fait Charles Leclerc après son abandon au Brésil ? Peut-être a-t-il pris un vol direct pour Monaco, ou alors il est allé passer sa frustration à la salle de sport, ou alors il a passé une nuit blanche à repenser à ce problème mécanique. Quoi qu'il ait décidé de faire, je lui recommande de passer une petite commande chez Oli, histoire de profiter de boissons rafraîchissantes, sans sucre, plus écologiques et plus saines. Et oui, Oli c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes, qui est l'un de mes partenaires principaux sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'est associé pour vous présenter leur toute nouvelle collection, Oli Hydratation. Une boisson isotonique, sans sucre, avec de l'eau de coco et des électrolytes. Pamplemousse, kiwi fraise ou pêche blanche, vous trouverez forcément votre saveur préférée. Si jamais vous souhaitez rester sur du classique, pas de problème. Vous pouvez également retrouver vos thés glacés préférés, sans caféine et sans sucre, et bien sûr des boissons énergisantes sans taurine avec de la Nucaf. Si vous voulez vous faire une idée sur les produits, Oli et moi on vous propose 2 super calendriers découvertes. D'abord le calendrier classique avec toutes les saveurs Ice Tea et boissons énergisantes, plus une bouteille en verre gratuite et même de tout nouveaux produits. Pour aller encore plus loin, optez pour cet énorme calendrier Squad. Encore mieux qu'un calendrier de l'Avent, c'est 24 jours de saveurs inédites avec des surprises, du merch, un shaker, du thé glacé, des boissons énergisantes et plein d'autres choses dont je pourrais vous parler encore longtemps. Mais sinon cette vidéo va durer 50 minutes. Alors les amis, n'attendez plus. Passez votre commande chez Oli avec le lien en description. Et surtout, utilisez le code promo PADOC5 pour obtenir 5 € de réduction sur votre première commande. Et parce qu'un seul code promo ne suffit pas, vous pouvez également utiliser le code PADOC pour obtenir 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Je suis 100% honnête avec vous là-dessus, je suis rémunéré chaque fois que vous effectuez un achat. Donc c'est un super moyen de soutenir la chaîne et mon taf. Merci à Oli de m'accompagner aujourd'hui, on est parti pour la suite de la vidéo. Pour comprendre si oui ou non le classement de Charles Leclerc est représentatif de son niveau aujourd'hui, il faut d'abord faire un petit bilan statistique. En 19 Grands Prix, c'est 170 points pour lui, 4 podiums et 3 pole positions. À titre de comparaison, son coéquipier en est à 192 points, 3 podiums, 2 pole positions, mais surtout une très belle victoire obtenue à Singapour. Sur le papier, c'est relativement équilibré, mais il y a une chose fondamentale à prendre en compte quand on compare les deux pilotes, le nombre d'abandons. Leclerc en est à 4 contre 2 seulement pour Sainz. En plus de ça, il a été disqualifié du Grand Prix des États-Unis, vous vous en souvenez tous, donc il y a évidemment beaucoup plus de points perdus de son côté. À part ça, on peut confirmer que le duel est plutôt serré. C'est du 9-9 en course, 12-8 en faveur de Leclerc en qualification, mais ça ce n'est pas trop une surprise. En fait, on s'aperçoit que Carlos Sainz et Charles Leclerc évoluent à un niveau assez similaire cette année, et on peut interpréter ça de plusieurs façons. Je sais que beaucoup dans la communauté francophone notamment voient Leclerc comme un bien meilleur pilote que Sainz. Personnellement, j'ai tendance à être plus modéré à ce sujet. Les deux ont leurs qualités et leurs défauts. Mais si l'on part de ce postulat, il évoluerait donc à un niveau en dessous de ce qu'il est capable de faire. Je réfute cette théorie. Pour moi, les deux font une saison plutôt solide, et si les résultats de Leclerc sont un petit peu en dessous de son coéquipier aujourd'hui, le coupable est déjà tout trouvé, Ferrari. Alors je vais vous avouer quelque chose, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo à la suite d'un post publié hier. Je vous présentais les combinaisons que vont porter Sainz et Leclerc à l'occasion du Grand Prix de Las Vegas, qui a lieu la semaine prochaine. J'aime bien publier ce genre de choses parce que c'est de l'actualité un petit peu plus légère, ça fait du bien parfois. Mais vous avez été beaucoup à critiquer cette initiative. Je vous prends par exemple le commentaire de Julien, qui nous dit qu'il passe plus de temps en dehors de la voiture que dedans, sous-entendant qu'ils ont certainement autre chose à faire que de s'occuper du merchandising. Bon, de toute évidence, l'équipe marketing et l'équipe technique ne sont pas les mêmes, enfin j'espère. Mais mine de rien, vos commentaires reflètent une certaine tendance, celle que la SF23 est perçue comme une monoplace qui n'est pas fiable, tout simplement. Mais est-ce vraiment le cas ? Pour comprendre ça, il faut revenir au premier Grand Prix de la saison. Vous vous rappelez peut-être que Charles Leclerc a dû s'arrêter à quelques tours de la fin à Bahreïn, et cet abandon a eu des conséquences désastreuses. En fait, juste avant le début du Grand Prix de Bahreïn le dimanche, Ferrari a remplacé l'unité de contrôle électronique de la monoplace de Leclerc par précaution, parce qu'elle présentait quelques anomalies. C'est cette même pièce qui a cessé de fonctionner pendant la course, ce qui a amené Ferrari à utiliser une troisième unité dès le deuxième Grand Prix, à Jeddah, ce qui n'est pas autorisé par le règlement. Résultat, après seulement 2 courses, Leclerc a écopé de 10 places de pénalité.
Ils ont grillé tous les éléments autorisés sur une saison en l'espace de 2 week-ends. Je crois que c'est du jamais vu. Le groupe moteur de Ferrari est sans doute le moins fiable du plateau. On a vu également pas mal de soucis du côté de ses clients, Alfa Romeo et Haas. Mais pour être 100% honnête, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à limiter la casse à ce niveau. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'entre le Grand Prix d'Azerbaïdjan et celui du Japon, 11 Grands Prix donc, il n'y a pas eu un seul abandon sur problème mécanique, si l'on exclut les collisions en course bien sûr. Donc la SF23 sur l'ensemble de la saison m'apparaît comme plutôt fiable. Le problème pour eux, c'est que les abandons sont souvent marquants. Au Qatar, Carlos Sainz doit abandonner avant même que la course ne commence, alors qu'il avait fait une bonne course sprint un jour avant. À Bahreïn, Leclerc abandonne alors qu'il est 3ème, et pareil au Brésil, il partait P2. Pour moi, la fiabilité n'est même pas le problème le plus important chez Ferrari. Ils ont surtout des soucis de performance. Dès le début de la saison, Carlos Sainz confiait qu'il savait qu'il serait moins rapide qu'en 2022. Ça en dit long sur le mauvais développement pendant l'intersaison. Il faut se rappeler que Ferrari a eu la meilleure monoplace pendant quelques temps la saison dernière. Red Bull a été au-dessus globalement, mais sans toutes leurs erreurs stratégiques, il y aurait eu une bataille beaucoup plus serrée entre Leclerc et Verstappen. Avec un nouveau management et un staff réorganisé, notamment au niveau de la stratégie, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit un candidat à la victoire chaque week-end cette saison. Et oui, rappelez-vous qu'en début d'année, leur objectif c'était le titre. Finir 3ème du championnat serait donc une déception, il n'y a pas d'autre mot. Mis à part une petite éclaircie au mois de septembre, on va y revenir plus tard, Ferrari n'a pas été au niveau de ses concurrents. Je trouve que Mercedes a été meilleur qu'eux, et même McLaren en deuxième partie de saison a évolué un cran au-dessus. Dans ce cas-là, qui doit-on pointer du doigt ? J'écarte évidemment la responsabilité de Fred Vasseur, puisqu'il est arrivé en début d'année. Lui construit un projet qui va prendre du temps, et il va sans dire qu'il a encore beaucoup de travail. Il faudra juger son apport à la Scuderia à partir de l'année prochaine. Si je vous dis qu'il a beaucoup de travail, c'est parce qu'il est hérité d'une équipe où il y a beaucoup de choses à reconstruire. Ce n'est pas non plus un champ de ruines, mais les problèmes structurels de Ferrari sont pour moi clairement responsables de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Pas mal de rumeurs ont circulé concernant un certain manque de motivation des employés de la Scuderia. Alors il y a eu beaucoup de faux dans cette histoire, ça on le sait, mais pas que. Le cas le plus marquant, c'est celui de Laurent Mekies. Au départ, Fred Vasseur avait démenti catégoriquement son départ, jugeant qu'il était pleinement investi dans le projet de Ferrari. Résultat, quelques semaines après ces déclarations, Mekies s'est engagé avec AlphaTauri. Il sera leur team principal l'an prochain. Le cas de Mekies est un petit peu à part, puisqu'il a eu une opportunité de travail super intéressante, dans une écurie par laquelle il est déjà passé. Mais ces déclarations contradictoires, ça montre qu'il y a des dysfonctionnements évidents. Bon, ce qui ressort dans les médias spécialisés, c'est que le management précédent a fait pas mal de dégâts. Binotto est un très bon ingénieur, tout le monde le sait, mais sa façon de gérer l'écurie a souvent été remise en question. Et aujourd'hui, Ferrari en ressent encore les conséquences. On sait également que l'influence de Benedetto Vigna et de John Elkann, respectivement PDG et propriétaire de Ferrari, a parfois été critiquée, parce qu'ils ne laissaient pas suffisamment de liberté à leurs dirigeants. Avec Fred Vasseur, ça a l'air d'aller mieux, mais encore une fois, il faut s'armer de patience pour voir des résultats positifs arriver. Ils ont l'air d'être sur la bonne voie, mais la guérison n'est jamais si prompte que la blessure, comme on dit. Dernière chose dont il faut qu'on parle par rapport à Ferrari, ce sont les stratégies. Et oui, on ne peut pas passer à côté de ça dans une vidéo qui parle de la Scuderia quand même. Cette saison, il y a eu du mieux. Au Canada, ils font une super stratégie en ne rentrant pas au stand après une safety car. À Monza, ils ont tout bien fait avec Carlos Sainz, mais leur voiture n'était juste pas suffisamment performante pour gagner. Et que dire de Singapour, ils ont vraiment géré. Après, j'ai parfois l'impression que Carlos Sainz fait le job à lui tout seul à ce niveau-là. Mais il faut reconnaître qu'il y a du progrès par rapport à l'an dernier. Malheureusement, on voit trop souvent leurs vieux démons surgir. À Austin, par exemple, ils tentent une stratégie à un arrêt pour Charles Leclerc, et ça c'était vraiment une drôle d'idée. Je veux bien qu'on tente quelque chose, mais à un moment donné, ce genre de situation ne peut pas arriver. Pas quand tu es la Scuderia Ferrari, ça c'est clair. En somme, la saison de Ferrari a été faite de haut et de bas. Il y a des progrès d'un point de vue organisationnel, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais la performance de la voiture n'a pas répondu aux attentes des tifosi, ni des pilotes. Si Charles Leclerc se retrouve derrière son coéquipier aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 raisons à cela. Une écurie parfois pas au niveau, pas mal de malchance, mais aussi Charles Leclerc lui-même. Sur l'ensemble de la saison, je trouve que Sainz a été plus régulier, et que Leclerc a eu quelques moments de faiblesse. Rappelez-vous de son crash à Miami, ou encore de sa contre-performance en Espagne. Vous allez me dire que ce sont des détails, mais c'est souvent ce qui fait la différence lorsqu'on joue dans le haut de tableau. Ce que je lui reproche le plus personnellement, c'est de ne pas avoir été présent au moment où Ferrari était au top, c'est-à-dire entre le Grand Prix de Monza et de Singapour. Dans cette fenêtre, la monoplace était capable de battre la Red Bull, et malheureusement pour lui, c'est Carlos Sainz qui a su tirer son épingle du jeu. Il faut relativiser. Charles Leclerc fait une très bonne saison, on aura l'occasion de revenir dessus en fin d'année, et avec un petit peu plus de chance, il serait devant son coéquipier. Tout comme Ferrari, il a encore quelques axes de progression pour atteindre un niveau excellent, et je suis convaincu qu'il va y arriver, si tant est que son écurie réussisse à produire une monoplace capable de se battre pour le titre l'an prochain. Ce n'est pas gagné, mais j'espère sincèrement que Fred Vasseur et son équipe réussiront à le faire, pour nous offrir une bataille dans le haut de tableau un petit peu plus intéressante. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison de Ferrari et de Charles Leclerc. Si vous pensez qu'ils sont capables d'aller chercher la 2e place au classement constructeur, moi je lirai tous vos commentaires avec attention.
Comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, et évidemment à vous abonner pour soutenir le projet et pour me donner un maximum de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.